Chaque année, le monde consomme plus de 200 millions de tonnes de métaux, mais il en existe un qui est presque impossible à détruire. Pourquoi un petit cube pesant à peine plus qu'une boîte d'allumettes tire-t-il la main vers le bas, comme s'il s'agissait d'un fragment de trou noir? Et comment un matériau qui ne fond qu'à 3400 degrés influence-t-il l'armement, l'électronique et même la géopolitique mondiale? Voici l'histoire du tungstène, le métal qui change la donne. Regarde jusqu'au bout. Je révélerai un fait sur le tungstène que même certains fabricants dissimulent. Le tungstène est l'un des métaux les plus lourds que nous ayons. Sa densité dépasse celle du plomb, se rapproche de celle de l'or et ne le cède que légèrement à l'osmium, le champion toute catégorie des poids lourds. Dans la main, un morceau de tungstène donne une impression d'injustice. Ce petit cube métallique bien propre, qui devrait logiquement être léger, tire en réalité la paume vers le bas, comme s'il contenait quelques centaines de briques invisibles. Mais ce n'est que le commencement. Le véritable super-pouvoir du tungstène n'est même pas son poids, c'est son tempérament face aux températures extrêmes. La résistance thermique du tungstène est devenue légendaire. Température de fusion supérieure à 3400 degrés Celsius. Aucun compromis, aucun point faible. Il ne se contente pas de supporter des conditions infernales, il s'y sent comme chez lui. Presque tous les autres métaux ramolliront au mieux, ou disparaîtront tout simplement sous l'effet de la chaleur, tandis que le tungstène reste là, observant la scène avec une indifférence glaciale. C'est précisément pour cette raison qu'il est idéal pour les filaments de lampes. Oui, ces bonnes vieilles ampoules à incandescence. Car où d'autre trouver un matériau capable d'émettre une lumière blanche éclatante sans se transformer en bouillie jaunâtre? Sa dureté extraordinaire mérite qu'on s'y attarde. Le tungstène pur est plutôt fragile, mais dès qu'on l'associe au carbone, on obtient du carbure de tungstène, l'un des matériaux les plus durs sur Terre. Sur l'échelle de Mohs, il peut rivaliser avec le corindon. Et en termes d'application pratique, il est tout simplement hors compétition. C'est le carbure de tungstène qui constitue la base des couronnes de forage, des outils de coupe, des fraises et des forêts, capables de trancher le granit comme s'il s'agissait d'une simple biscotte. Lorsque vous voyez une vidéo où une foreuse pulvérise la roche plus rapidement qu'un couteau de cuisine ne tranche une carotte, sachez que c'est le tungstène à l'œuvre, sous une forme surpuissante et ultra résistante. Dans le domaine de la défense, les alliages de tungstène servent à fabriquer des projectiles sous-calibrés et des éléments perforants. Deux caractéristiques sont ici essentielles, une densité élevée et la capacité de conserver sa dureté sous des contraintes colossales. Lors d'un impact à plusieurs kilomètres par seconde, un métal ordinaire serait tout simplement écrasé, mais le tungstène reste acéré et redoutable. En ce sens, il est véritablement dur comme une balle, seulement 2 à 3 fois plus efficace. Mais l'usage militaire ne représente qu'une partie du tableau. Le tungstène se retrouve dans l'électronique, là où l'on a besoin de contacts capables de résister à des températures et à des charges extrêmes, dans les installations sous vide, dans l'industrie, partout où l'on exige des matériaux qui ne fondent ni ne s'oxydent à la chaleur. Les filaments des tubes cathodiques, les éléments chauffants des fours, les électrodes, partout où règne une chaleur intense, il y a de fortes chances de rencontrer du tungstène, ou du moins ses composés. Le métal lui-même se rencontre rarement dans la nature. Il ne traîne pas dans les gisements comme le fer, et n'apparaît pas à l'état pur comme l'or natif. Il faut l'extraire de minéraux, la wolframite et la scheelite. Le processus est complexe, comporte plusieurs étapes
exige une énergie considérable. Mais c'est précisément ce qui explique pourquoi le tungstène coûte si cher. Et pourquoi tous les pays ne peuvent pas simplement décider d'en lancer la production. Mais la demande est tellement énorme que l'industrie traverse patiemment et obstinément toute cette quête technologique. Le tungstène présente également un intérêt particulier. Il résiste remarquablement à la corrosion. Pluie, sel, acidité. Tout cela représente pour lui à peu près ce que représentent de légères éraflures pour un char d'assaut. Grâce à cette propriété, les alliages de tungstène servent là où d'autres métaux se dégradent, 3 à 6 fois plus rapidement. Et si l'on met de côté le jargon scientifique, on obtient une histoire très simple. C'est un métal qui ne craint ni le poids, ni la pression, ni les températures, ni les chocs, ni le temps. Si le fer est le fondement de la civilisation, l'aluminium, le symbole de la légèreté, et le titane, l'incarnation de la force alliée à la faiblesse du poids, alors le tungstène représente la limite extrême des possibilités métalliques. Densité, dureté, résistance à la chaleur et endurance, tout converge en un seul point, et tout est poussé au maximum. Ce qui est intéressant, c'est que les réserves de tungstène dans la croûte terrestre sont réparties assez largement. Sur chaque continent, à l'exception de l'Antarctique, des gisements ou des réserves prometteuses ont été découverts. Mais les barrières géopolitiques, économiques, écologiques et technologiques font que seule une petite partie de ces réserves est réellement exploitée. Même après la découverte d'un gisement, le chemin vers une extraction à part entière peut prendre des dizaines d'années. Il faut d'abord confirmer les réserves, mener des études géologiques, évaluer la teneur du minerai, la structure du gisement. Tout cela coûte cher. Ensuite, il faut élaborer un projet, trouver des investisseurs, construire les infrastructures, mines ou carrières, routes, installations de traitement. Sans investissements importants et sans demande stable, cela ne fonctionne pas. Tous les gisements ne présentent pas une concentration suffisante en tungstène, ou contiennent ce qu'on appelle un minerai subéconomique, c'est-à-dire un minerai dont la teneur en métal ou la complexité d'extraction rendent l'exploitation commerciale peu rentable. Dans de tels cas, même si la ressource est techniquement connue, les coûts économiques peuvent dépasser les profits potentiels. L'extraction de minerais de tungstène est souvent liée à l'exploitation minière de gisements complexes, skarnes, filons, gisements hydrothermaux et autres. Parfois, les minerais sont mélangés à d'autres éléments, ou se trouvent dans des conditions géologiques difficiles, des régions éloignées, ou nécessitent des technologies coûteuses de concentration et de traitement. De plus, les exigences environnementales, gestion des déchets, contrôle des émissions, circuits d'eau, ajoutent encore au coût. Si un pays ou un investisseur n'est pas prêt à supporter de telles dépenses, le développement est freiné ou ne démarre jamais. Les gisements se trouvent souvent dans des régions éloignées ou instables, où l'instabilité politique, l'absence d'infrastructures, la bureaucratie et les risques découragent les investisseurs. De plus, une partie des plus grandes zones d'extraction et de transformation est concentrée dans quelques pays, ce qui leur confère un avantage stratégique sur le reste du monde. En conséquence, même si d'autres pays possèdent des ressources, celles-ci peuvent être inaccessibles ou économiquement non rentables. Il arrive également fréquemment que d'anciennes mines ferment leurs portes, en raison de l'épuisement du minerai, des fluctuations des prix sur le marché, de l'augmentation des coûts d'extraction, ou encore des restrictions environnementales. La réactivation de telles mines nécessite souvent du temps, des investissements et de nouvelles technologies. Cela signifie que la situation du tungstène ne relève pas de réserves inépuisables, mais bien de gisements exploités de manière sélective, de décisions budgétaires, de viabilité commerciale et de géopolitique. C'est pourquoi le contrôle des mines en activité, leur modernisation,
Les technologies de transformation et la logistique revêtent souvent plus d'importance que la simple réserve brute de minerais. Et si je vous disais que l'éclat de votre voiture, de vos appareils électroménagers et même des gratte-ciel cache l'un des secrets les plus dangereux du monde chimique? Le métal que nous voyons chaque jour dans son reflet miroir commence son voyage dans les entrailles sales de la Terre et peut se transformer en une substance dont même les ingénieurs prennent la fuite. Pourquoi donc l'utilisons-nous encore en toute tranquillité? Et comment, à partir d'un minerai gris insignifiant, naît le légendaire éclat métallique? Regardez jusqu'à la fin, je vous révélerai un fait qui changera radicalement votre perception du chrome. Le chrome est le véritable directeur artistique du monde chimique. Une célébrité métallique qui adore l'attention et la brillance. C'est lui qui veille à ce que vos couverts ne se transforment pas en horreur rouillée et à ce que votre moto ait l'air tout juste sortie d'un atelier du futur. Un vrai dandy métallique, mais pour accéder à son essence élégante, il faut traverser tous les cercles de l'enfer industriel. Son nom d'ailleurs vient du grec chroma, qui signifie couleur. Et il porte bien son nom, car ses composés sont un véritable feu d'artifice. Du pigment jaune éclatant, dont on peignait autrefois les autobus scolaires, au vert intense utilisé dans les peintures. Il est littéralement le père de toutes les couleurs, tout en préférant arborer sa tenue blanc argenté, ultra tendance au lustre étincelant. C'est comme une célébrité qui dissimule sous le fond de teint et les paillettes le fait qu'au petit matin, elle ressemble à nous tous, grise et misérable, et que seul le travail acharné de l'industrie chimique en fait une star. Mais revenons à la poussière et au drame. Ce magnifique séducteur est l'enfant de l'haltérophilie. La plupart de ces gisements, un véritable trésor de minerais de chrome, sont cachés profondément dans les entrailles de la Terre. Et savez-vous qui est le principal fournisseur de cet éclat? L'Afrique du Sud, mesdames et messieurs. C'est la véritable Mecque pour les amateurs de chrome, où des machines gigantesques, telles des dragons métalliques affamés, dévorent la roche. L'extraction de la chromite n'est pas une promenade de santé. C'est une affaire sale, gourmande en énergie et très sérieuse. Le chrome ne traîne pas en surface. Il exige qu'on descende jusqu'à lui, qu'on le creuse, qu'on le broie. Et ce n'est qu'ensuite qu'on commence à le persuader de livrer son éclat. Le minerai ne ressemble en rien au pare-choc polyphénal. Il est gris, rocailleux et, pour être honnête, absolument quelconque. C'est comme voir une star d'Hollywood sans maquillage, à peine sortie du lit. Un peu choquant, mais c'est la réalité. Après l'extraction commence le plus intéressant, la transformation du minerai en ferrochrome, un alliage de fer et de chrome, qui est la principale forme de transport du chrome pour l'industrie. Cela se fait dans d'immenses fours à arc électriques, où la température est si élevée qu'elle ferait s'évaporer jusqu'à votre rêve le plus audacieux. Le ferrochrome est une sorte de demi-produit de brillance, et il est absolument crucial pour créer ce qui rend notre vie confortable et esthétique, l'acier inoxydable. Et c'est ici que nous abordons le rôle le plus important de cet élément, son rôle de super-héros anti-corrosion. L'acier inoxydable, c'est essentiellement du fer qui s'est trouvé le gardien idéal. Et ce gardien, c'est précisément le chrome. Lorsque nous ajoutons du chrome au fer, le chrome, tel un véritable gentleman, monte à la surface de l'acier et forme une pellicule passive d'oxyde de chrome, extrêmement fine, invisible, mais incroyablement résistante. Cette pellicule est un bouclier véritablement invincible,
qui se régénèrent instantanément si on l'égratigne. C'est comme disposer d'une réserve infinie de nanopansements, toujours prêts à intervenir. Grâce à cette pellicule, nos éviers de cuisine, nos instruments chirurgicaux, notre vaisselle et même des gratte-ciel entiers ne se couvrent pas de rouille hideuse. C'est là le travail essentiel du chrome, protéger le fer de son plus grand ennemi, et il le fait avec une telle facilité que nous ne remarquons même pas ses efforts. Il est si modeste lorsqu'il protège, mais si brillant lorsqu'il se met en valeur. Mais, comme toute star, le chrome cache un secret ténébreux. Et c'est là que nous enlevons nos lunettes roses, pour comprendre pourquoi la question de l'extraction est sérieuse. Dans sa forme la plus répandue et stable, le chrome possède un certain degré d'oxydation, et constitue généralement un oligo-élément sûr, voire nécessaire à notre alimentation. Mais lorsque le chrome décide de raviver sa jeunesse rebelle et augmente son degré d'oxydation de 3 à 6, il se transforme en véritable méchant chimique, connu sous le nom de chrome hexavalent. Ce personnage est toxique, cancérigène, et nous le connaissons grâce au drame hollywoodien sur Erin Brockovich, qui a lutté contre la pollution industrielle de l'eau par cet élément. Vous connaissez cette histoire? Dites-nous si elle vous a plu. Le chrome hexavalent n'est pas qu'une simple nuisance. C'est une menace réelle pour la santé des travailleurs dans l'industrie et pour l'environnement s'il n'est pas éliminé correctement. Il se forme dans certains procédés industriels, notamment lors du chauffage. Et c'est là que l'éclat élégant bascule vers un versant très sombre. C'est pourquoi les ingénieurs chimistes et les écologues mènent une lutte constante pour que ce rebelle Pulse 6 reste sous contrôle strict et soit neutralisé en un Pulse 3 inoffensif, avant même de quitter l'enceinte de l'usine. C'est comme garder sous clé le membre le plus imprévisible de la famille pour qu'il ne gâche pas la fête familiale. Enfin, parlons de son rôle le plus brillant, celui de roi de la galvanoplastie. Le chromage électrolytique, ou comme on dit simplement chromage, est le procédé qui transforme un métal ordinaire en objet de luxe. Pensez aux poignées de porte, pare-chocs, jantes, tuyaux d'échappement, robinets de cuisine. Tout ce qui brille et reflète la lumière avec cet éclat métallique aristocratique. C'est une couche très fine, mais incroyablement dure de chrome, appliquée par méthode électrochimique. Il ne se contente pas d'offrir un aspect fantastique, il rend également la surface résistante aux rayures, à l'usure et bien entendu à la corrosion. Le processus de chromage est souvent assez salissant et complexe, nécessitant un contrôle extrêmement précis, mais le résultat en vaut la peine. Le chrome joue ici le rôle de revêtement brillant final, comme la touche ultime d'un artiste qui transforme son œuvre en chef-d'œuvre. Il s'attribue toute la gloire, alors qu'en dessous se cache parfois un simple cuivre ou nickel. C'est la façade métallique que tout le monde adore photographier. Voilà donc l'histoire du chrome. Il commence son voyage sous forme de minerai peu attrayant dans les entrailles chaudes et poussiéreuses d'Afrique du Sud, exige un processus de purification complexe et souvent dangereux pour abandonner ses habitudes toxiques. Et ce n'est qu'ensuite qu'il revêt son plus beau costume argenté pour devenir le protecteur et le roi de l'éclat dans votre quotidien. C'est grâce à lui que votre cafetière affiche un style moderne et que votre automobile étincelle au soleil. C'est un élément de contraste. Extraction sale, finition élégante, mortellement toxique à +6, bénéfique à +3, protection invisible et éclat aveuglant. Et tout cela pour que nous puissions dire « Oh, regarde comme ça brille !» Alors,
La prochaine fois que vous admirerez l'éclat du chrome, souvenez-vous de ce lointain début poussiéreux dans les mines, là où cet éclat est né. Et si je vous disais qu'il existe un métal si léger qu'il semble faux, mais suffisamment résistant pour soutenir le fuselage d'un avion, et que ce métal peut être extrait simplement de l'eau de mer? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est précisément ici que commence le mystère du magnésium, un matériau qui transforme discrètement l'aviation, les gadgets et même la médecine. Et le plus fascinant, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un fait sur ce métal qui bouleversera votre perception de l'industrie moderne. Alors, attachez vos ceintures. Nous plongeons dans un univers où la légèreté peut surpasser l'acier. Le magnésium est si léger qu'il semble irréel, mais il est en même temps aussi résistant que l'acier et possède des propriétés uniques. Il construit déjà notre avenir, le rendant plus léger, plus rapide et plus efficace. Le magnésium, 12e élément du tableau périodique, appartient aux métaux alcalino-terreux, tout en demeurant l'un des matériaux structurels les plus légers disponibles pour l'industrie. Son faible numéro atomique ne témoigne nullement de capacités modestes. Le magnésium allie faible densité, résistance suffisante et remarquable aptitude à former des alliages légers et rigides. La comparaison avec d'autres métaux s'avère particulièrement frappante. Il est environ un tiers plus léger que l'aluminium, ce qui le rend attractif pour toute construction, où l'économie de poids revêt une importance critique. Si on le compare au titane, la différence atteint près de 60%, ce qui démontre le potentiel du magnésium dans les applications aérospatiales et de transport, domaine traditionnellement dominé par le titane. Et enfin, le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, tout en offrant, grâce à ses alliages, une résistance suffisante pour de nombreuses applications techniques. C'est précisément cette combinaison de propriétés qui fait du magnésium un métal d'avenir prometteur dans de nombreux secteurs. Imaginez un peu, vous pouvez créer une pièce aussi résistante que l'aluminium, mais pesant 3 fois moins. Ce n'est pas simplement extraordinaire, c'est une véritable révolution pour de nombreux domaines. Il présente une couleur blanc argenté, s'oxyde facilement à l'air, en formant une pellicule protectrice, et, fait intéressant, peut brûler avec une flamme d'un blanc éblouissant. Une propriété autrefois exploitée dans les anciens flashs photographiques. Le magnésium est un élément extrêmement abondant, ce qui le rend d'autant plus attractif. Il occupe le 8e rang parmi les éléments les plus répandus dans la croûte terrestre et le 3e rang parmi les éléments dissous dans l'eau de mer. Et oui, l'océan constitue une source immense de magnésium. Le magnésium peut être extrait de l'eau de mer, et cette méthode ressemble véritablement à quelque chose venu du futur. Bien que le magnésium n'y soit présent qu'à hauteur de quelques dixièmes de %, le volume même des océans le rend pratiquement inépuisable. L'eau de mer est simplement prélevée et on y ajoute de la chaux. Il se forme alors de l'hydroxyde de magnésium, qui ne se dissout pas et précipite immédiatement au fond. Ce précipité est séparé, lavé, puis mis à réagir avec de l'acide chlorhydrique afin d'obtenir du chlorure de magnésium. La solution est ensuite évaporée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un sel fondu pratiquement pur. C'est précisément ce sel fondu qui est introduit dans les électrolyseurs. Sous l'action du courant, le chlorure de magnésium se décompose. Le magnésium pur se dépose à la cathode, tandis que le chlore est extrait séparément et peut être réutilisé. Le procédé consomme énormément d'énergie, mais le résultat est un métal de très haute pureté obtenu à grande échelle. La seconde méthode est plus terrestre.
car elle repose sur l'extraction de minéraux, la dolomite et la magnézite. On les extrait dans des carrières ou des mines, on les broie, puis on les envoie à la calcination. Sous l'effet de températures élevées, le dioxyde de carbone s'échappe du minerai et il ne reste que l'oxyde de magnésium. C'est alors qu'intervient la pyrométallurgie. L'oxyde de magnésium est mélangé au ferrosilicium et chauffé à très haute température sous vide. Dans ces conditions, le magnésium commence à s'évaporer et c'est justement sous forme de vapeur qu'on le sépare, puis qu'on le condense en métal pur. C'est une voie plus traditionnelle, mais elle reste largement utilisée grâce à un équipement relativement simple et des résultats stables. Le magnésium n'est pas seulement un métal léger, c'est un matériau d'avenir qui est déjà activement employé dans de nombreux secteurs, démontrant ses propriétés uniques. L'industrie automobile et l'aéronautique, c'est son heure de gloire, où chaque gramme compte. Plus une voiture ou un avion est léger, moins il consomme de carburant, et moins il rejette de substances nocives dans l'atmosphère. Imaginez si la carrosserie de votre véhicule n'était pas en acier, mais en alliage de magnésium. Cela rendrait le transport plus rapide, plus économique et plus écologique. Les alliages de magnésium sont utilisés pour les carters de moteur et les transmissions, où une résistance élevée est nécessaire avec un poids minimal. Les jantes légères et robustes en magnésium améliorent la maniabilité et réduisent la charge sur la suspension. Les éléments de siège et de tableau de bord deviennent plus compacts, tandis que les parties de carrosserie résistent mieux à la corrosion. Dans l'aviation et l'industrie spatiale, le magnésium est idéal pour les composants légers des avions, fusées et satellites, où chaque gramme vaut son pesant d'or, permettant d'augmenter l'autonomie des vols et la manœuvrabilité des appareils. L'électronique et les gadgets ne peuvent également plus se passer du magnésium. Votre smartphone, votre ordinateur portable, votre tablette cherchent à devenir plus fins, plus légers et plus résistants. Et les boîtiers en alliage de magnésium conviennent parfaitement à cet objectif. Non seulement ils sont légers, mais ils dissipent également remarquablement la chaleur, garantissant ainsi un fonctionnement fiable des processeurs et des batteries même sous charge. De nombreux ordinateurs portables haut de gamme et appareils photo professionnels possèdent justement des boîtiers en magnésium, qui résistent au choc sans ajouter de poids superflu. La médecine ouvre une nouvelle ère avec le magnésium. Les scientifiques développent des implants pour traiter les fractures osseuses, qui, avec le temps, se dissolvent dans l'organisme sans laisser de traces et sans nécessité d'intervention chirurgicale supplémentaire. Il s'agit d'une véritable révolution en biomédecine, où le magnésium devient un matériau biocompatible qui stimule la cicatrisation des tissus. Les alliages et la métallurgie constituent un autre domaine où le magnésium s'avère indispensable. Il représente un élément d'alliage essentiel dans de nombreux alliages d'aluminium, et l'ajout d'une petite quantité de magnésium rend l'aluminium considérablement plus résistant et plus stable face à la corrosion. Par exemple, les alliages aluminium-magnésium sont largement utilisés dans l'industrie maritime pour les coques de navires, capables de résister à l'eau salée, ainsi que pour la fabrication de canettes de boissons à la fois légères et inoxydables. La pyrotechnie et l'éclairage exploitent la flamme blanche éclatante du magnésium. Elle brûle avec intensité, ce qui explique son utilisation dans les feux d'artifice, les fusées éclairantes et les dispositifs d'éclairage spéciaux, destinés à produire une lumière puissante. L'industrie chimique apprécie le magnésium comme agent réducteur dans la production d'autres métaux, le titane par exemple, et comme catalyseur dans des processus chimiques complexes, accélérant les réactions sans nuire à l'environnement. Même dans les compléments alimentaires et la médecine,
Le magnésium joue un rôle vital. C'est un minéral essentiel pour notre organisme, participant à des centaines de réactions biochimiques, de la contraction musculaire et la transmission des impulsions nerveuses au contrôle de la glycémie et de la pression artérielle. Beaucoup de personnes prennent des suppléments de magnésium pour améliorer leur sommeil, réduire le stress, soutenir le système cardiovasculaire et maintenir leur tonus général. Ainsi, le magnésium traverse toutes les sphères de la vie moderne, des transports et gadgets à la santé, prouvant que la légèreté peut s'allier à une utilité extraordinaire. Chaque année, l'humanité consomme plus de 100 000 tonnes de tungstène, un métal si dur que même son extraction nécessite des outils en tungstène. Mais peu savent que l'un des principaux fournisseurs de cette ressource stratégique est le Vietnam. Au milieu de la jungle, où vapeur et brume se mêlent au parfum de fleurs, se cache la mine de Nguyen Phao, l'une des plus grandes au monde. Là, sous terre, se déroule un processus semblable à l'alchimie. Du minerai gris naît le métal qui façonne chars d'assaut, forêts et avions. Comment le Vietnam a-t-il transformé la jungle en cœur industriel de la métallurgie mondiale? Reste jusqu'à la fin et tu découvriras ce que testent même les grandes entreprises. Le Vietnam, ce n'est pas seulement des paysages exotiques et une culture ancestrale. Ce pays est un acteur inattendu, mais essentiel sur la scène mondiale de l'extraction du tungstène, un métal d'importance stratégique. Sa résistance extraordinaire et sa capacité thermique inégalée font du tungstène un élément indispensable dans le monde moderne. Il trouve des applications depuis l'ingénierie de haute technologie, où il forme des outils de coupe, jusqu'à l'industrie militaire, où il garantit une résistance supérieure du blindage et un pouvoir de pénétration des projectiles. En fait, le tungstène est le cœur d'acier de l'industrie, et le Vietnam joue un rôle critique dans l'approvisionnement de cette ressource vitale. De sa disponibilité dépend le développement de nombreuses technologies clés. Information inattendue, n'est-ce pas? Les principaux gisements de tungstène au Vietnam sont concentrés dans la région où se trouve la mine mondialement connue de Nguyen Phao. Ce complexe minier est l'un des plus grands au monde, combinant technologie moderne et paysage unique de la jungle vietnamienne. L'idée même d'intégrer une installation industrielle dans un tel écosystème est un défi, mais le Vietnam déploie des efforts considérables pour minimiser l'impact environnemental, alliant extraction efficace et attitude responsable envers la nature. Le tungstène, contrairement à d'autres métaux, n'existe pas sous forme pure et native. Il est extrait sous forme de minéral, dont le plus répandu est la wolframite, un composé complexe de fer, manganèse et tungstène. Ce diamant d'acier se cache profondément dans les entrailles de la Terre, souvent entouré d'autres roches. Dans les mines vietnamiennes, comme la mondialement célèbre Nguyen Phao, les mineurs accomplissent quotidiennement un travail titanesque. À l'aide d'équipements miniers avancés, puissantes foreuses, marteaux-piqueurs et excavatrices spécialisées, ils extrairent le minerai contenant la wolframite depuis des tunnels souterrains et des carrières à ciel ouvert. C'est un processus complexe et laborieux qui exige précision et respect de normes de sécurité strictes pour atteindre la précieuse matière première cachée dans les profondeurs. Dans les usines de traitement situées près des mines, le minerai subit une série de processus. Les énormes morceaux de minerai extraits des profondeurs, pesant parfois des centaines de kilogrammes, arrivent au traitement primaire. Là, ils rencontrent des concasseurs colossaux, des machines gigantesques qui, avec une force incroyable, broient les blocs de pierre. Avec un fracas assourdissant et des vibrations, ces machines semblent mâcher la roche,
la transformant en fractions plus petites. Ensuite, le minerai broyé passe dans des broyeurs. Ce sont d'énormes tambours rotatifs, à l'intérieur desquels se trouvent des billes métalliques. Sous l'action de la rotation et de la gravité, ces billes broient inlassablement les morceaux de minerai, les transformant en poudre très fine, presque comme de la farine. C'est un spectacle de mouvement constant, de puissance et de transformation, où la masse minérale brute se transforme étape par étape, en concentré prêt pour le traitement ultérieur, libérant la précieuse wolframite. Le concentré de wolframite purifié est ensuite traité dans des usines spécialisées. Là, il subit un traitement chimique pour obtenir du tungstène pur, qui peut ensuite être allié à d'autres métaux, comme le nickel ou le fer, pour créer des alliages aux propriétés spéciales: résistance accrue, résistance à l'usure ou résistance thermique. Le tungstène est le métal le plus dur, ce qui permet de l'utiliser pour fabriquer des outils résistants à des charges extrêmes. Il a le point de fusion le plus élevé parmi tous les métaux, 3422 degrés Celsius, ce qui le rend idéal pour des applications dans des environnements à haute température. Il est très dense, presque autant que l'or, ce qui est important pour certaines applications. Le tungstène est indispensable dans l'industrie militaire pour fabriquer des blindages ultra résistants et des noyaux de projectiles perforants garantissant une haute capacité de pénétration. Les forêts, fraises et trépans en alliage de tungstène peuvent découper les roches les plus dures, ce qui est crucial dans l'industrie pétrolière, gazière et minière. Vous voyez l'ironie? Même pour extraire la wolframite et obtenir du tungstène, il faut du tungstène. Ce matériau ultra résistant est activement utilisé dans la construction mécanique, pour la production d'outils de coupe utilisés dans le travail des métaux, ainsi que dans la fabrication de pièces devant supporter des températures élevées et l'usure. Et savez-vous qu'avec le tungstène, on fabrique des instruments chirurgicaux? Y a-t-il des médecins par ici? Confirmez ou infirmez cette information dans les commentaires. Pour vraiment apprécier la puissance du tungstène, imaginez ceci. 1 kg de tungstène pur peut être transformé en un forêt capable de percer jusqu'à 1000 mètres de roche. Cela démontre l'efficacité incroyable de ce métal et sa contribution significative au développement de l'industrie et des technologies. Le Vietnam possède l'une des plus grandes réserves confirmées de tungstène au monde. Les chiffres exacts peuvent varier selon la source, mais selon diverses estimations, les réserves de minerais de wolframite dans le pays atteignent des millions de tonnes. Cela garantit une perspective d'extraction à long terme. Annuellement, des mines vietnamiennes, en particulier du complexe de Nguy Phao, sont extraites environ 15 000 tonnes de tungstène, en termes de métal pur ou de concentré de tungstène. Ce chiffre fait du Vietnam l'un des 5 principaux pays producteurs de tungstène au monde, rivalisant avec des géants comme la Chine et le Canada. Le tungstène vietnamien représente une portion significative de l'approvisionnement mondial. Bien que la Chine reste le joueur dominant, le Vietnam joue un rôle d'importance critique dans la diversification des sources d'approvisionnement, ce qui est vital pour la stabilité globale du marché des métaux stratégiques. L'industrie minière et de traitement du Vietnam liée au tungstène fournit des milliers d'emplois pour la population locale, incluant ingénieurs, mineurs, techniciens et personnel administratif. Au cœur même du Vietnam, où les jungles centenaires murmurent leurs secrets verts et où l'air humide est imprégné de parfums de fleurs exotiques,
se cache une perle inattendue de la modernité, la mine de Nui Phao. Ce n'est pas simplement une installation industrielle, c'est une symbiose étonnante du travail humain incessant et de la grandeur de la nature vierge. Ici, entre les couronnes émeraudes des arbres qui s'élèvent vers le ciel et les torrents impétueux qui traversent les chaînes de montagnes, la main humaine pénètre dans les entrailles de la terre. Chaque année, le monde produit plus d'1 million de tonnes de magnésium métallique. Mais seuls quelques-uns savent que la majorité de ce métal naît en un seul endroit, dans la province chinoise du Shaanxi. Là, parmi les montagnes et la fumée, des fours chauffés à 800 degrés brûlent sans cesse. Ici naît le métal, qui est 4 fois plus léger que l'acier, mais suffisamment solide pour soutenir les ailes des avions Airbus et protéger les coques des navires contre la corrosion. Comment la Chine a transformé cet élément fragile en arme stratégique de l'industrie? Et que cachent vraiment ces usines enfumées qui fournissent du magnésium au monde? Restez jusqu'à la fin, la réponse va vous surprendre. Tout commence dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine, une région qui est le cœur de l'industrie du magnésium du pays. Ici se trouvent de nombreuses usines équipées de grands fours d'électrolyse qui fument sans interruption, d'une fumée grise épaisse, étincelant d'éclats métalliques. Ces usines peuvent être considérées comme des monstres industriels modernes. Par les fenêtres et les portes émanent du métal brûlant. Le grondement des machines et le bruissement transforment le rythme urbain habituel en véritable fête de production. La magnésite est un carbonate de magnésium, largement répandu dans diverses régions du monde. Mais les plus grands gisements industriels se concentrent en Chine, en particulier dans la province du Shaanxi, qui produit plus de 60% de tout le magnésium chinois. Le processus technologique de production du magnésium commence par l'extraction de la magnésite, un sel naturel contenant le principal composant industriel, l'oxyde de magnésium. Après extraction, le minerai est broyé et refondu pour obtenir de la magnésite pure. À cette étape, il est important d'obtenir une magnésite avec un niveau de pureté d'au moins 85 ou 90%, ce qui est un indicateur acceptable pour le traitement électrolytique ultérieur. L'augmentation de la teneur en magnésium dans la matière première améliore la qualité du produit final et la productivité de toute la production. Ensuite vient l'étape la plus importante, l'électrolyse. Ce processus consiste à décomposer l'oxyde de magnésium en magnésium métallique et en oxygène sous l'influence du courant électrique. C'est précisément ici, dans des cuves électrolytiques spéciales, que toute la puissance de l'électrotechnologie entre en jeu. À l'échelle industrielle, on applique l'électrolyse dans des cuves spéciales, où le magnésium est dissous dans du chlorure de potassium et de magnésium, fondu à une température d'environ 800 degrés Celsius. Dans la cuve électrolytique, le courant électrique passe entre l'anode et la cathode, provoquant la réduction et la libération du magnésium métallique à la cathode. Simultanément, l'oxygène se forme à l'anode. Le processus nécessite des volumes colossaux d'énergie électrique, 12 000 kWh par tonne de magnésium. C'est précisément à cause de cette intensité énergétique que la production de magnésium est coûteuse et nécessite un accès proche à des sources d'électricité bon marché. Le résultat de l'électrolyse, ce sont des gouttes chaudes de magnésium pur, qui sont rapidement coulées dans des lingots métalliques. Ils ont une couleur argentée brillante, et leur légèreté et leur solidité fascinent de nombreux ingénieurs et concepteurs. Le magnésium métallique, produit après extraction, est immédiatement coulé en lingots d'une masse de 5 à 25 kg, ce qui facilite son transport et son utilisation ultérieure.
Ces lingots arrivent dans les usines d'alliage aéronautique, d'électronique et de construction automobile. La production de magnésium est un cycle continu qui nécessite de grandes ressources énergétiques. Cependant, la Chine est équipée de centrales électriques modernes qui fournissent le volume nécessaire d'électricité sans interruption. Grâce aux propriétés uniques du magnésium, sa légèreté par rapport à l'acier et sa solidité, ce métal devient indispensable dans de nombreux domaines. L'un des plus innovants est l'industrie aéronautique. Des alliages solides et légers à base de magnésium sont utilisés pour fabriquer les ailes et autres structures supportant de lourdes charges des avions Airbus. Ces matériaux permettent de réduire le poids de l'avion, ce qui impacte directement la réduction de la consommation de carburant et l'amélioration de la sécurité environnementale des vols. Selon les statistiques, la Chine extrait plus de 10 millions de tonnes de magnésite par an, dont environ 25% vont à la production propre de magnésium. Le reste, la majeure partie est utilisée dans d'autres secteurs industriels, notamment la production de réfractaires et de ciment. Les usines chinoises de magnésium sont de véritables géants industriels qui non seulement produisent du métal, mais donnent aussi le ton à tout le marché mondial. Les autorités chinoises soutiennent activement le développement de ce secteur, investissant dans l'innovation, la modernisation écologique et l'expansion de la production. Grâce à cela, le magnésium non seulement maintient ses positions, mais atteint aussi un nouveau niveau, aidant le pays à influencer les tendances mondiales dans l'aviation, l'électronique et d'autres domaines clés. En regardant l'ampleur de la production de magnésium en Chine et en imaginant les usines du Shaanxi avec leurs fours fumants, il est difficile de ne pas admirer la puissance de l'industrie moderne. Des fours de 8 mètres sont constamment chauffés à haute température pour que l'électrolyse se poursuive sans arrêt et des rangées interminables de lingots de magnésium sont transportés plus loin, vers les usines aéronautiques, les fabriques d'électronique et la production d'ordinateurs portables. Le magnésium est l'un des métaux les plus répandus dans la croûte terrestre. Il occupe la 8e place en abondance parmi tous les éléments. Bien qu'il ne soit pas aussi dur que le fer ou l'aluminium, sa légèreté et ses propriétés uniques ont inspiré les ingénieurs à utiliser ce métal dans divers domaines, de la construction automobile aux technologies spatiales. Il est intéressant de noter que le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, ce qui permet de créer des structures légères mais solides. C'est extrêmement important pour l'aviation, où chaque gramme de poids compte. Les alliages à base de magnésium sont souvent utilisés dans la production d'avions Airbus, Boeing et même d'engins spatiaux de la NASA. Avec l'utilisation du magnésium, les avions deviennent plus économiques et leur empreinte carbone diminue, ce qui correspond à la tendance du développement durable. Dans un ordinateur portable moderne, le magnésium joue également un rôle important. Les alliages métalliques assurent la solidité du boîtier avec un poids minimal, rendant les appareils plus légers et plus pratiques pour les utilisateurs. Un autre fait intéressant est que le magnésium est souvent utilisé sous forme d'anode sacrificielle pour protéger les structures en acier contre la corrosion. Grâce à sa nature électrochimique très active, le magnésium se corrode progressivement, protégeant la structure métallique de la rouille. C'est important pour les ponts, les pipelines et les navires qui subissent l'action destructrice de l'eau de mer. Actuellement, le magnésium est activement étudié en combinaison avec d'autres métaux légers, aluminium, titane, zirconium. Les alliages légers avec du magnésium peuvent résister à des températures élevées, ont une bonne résistance à la corrosion et une excellente résistance mécanique. En conséquence, ces matériaux sont utilisés dans des domaines de pointe, des voitures électriques et équipements sportifs
à la construction de drones ultra légers et à la robotique. Chaque année, plus de 13 millions de tonnes de caoutchouc naturel sont produites dans le monde. Un matériau sans lequel aucun pneu, aucun gant, ni aucun joint d'aviation ne pourrait exister. Mais peu de gens se demandent d'où vient cette substance élastique. Quelque part sous les tropiques, au milieu des forêts humides de Thaïlande et de Malaisie, des milliers d'ouvriers, avant même l'aube, insistent l'écorce des arbres pour récolter un liquide blanc, le latex, qui sera ensuite transformé en caoutchouc. Comment ? À partir d'une simple sève d'EVA, naît le matériau qui fait rouler nos voitures, voler nos avions et même fonctionner nos programmes spatiaux. Et quels secrets cachent ces plantations, où jour après jour naît l'une des ressources les plus importantes de l'humanité. Regardez jusqu'à la fin. Vous verrez ce que l'on ne montre pas aux touristes. Les plantations de caoutchouc sont de grandes exploitations agricoles où l'on cultive des EVAs, qui sont la principale source de caoutchouc naturel. Ces plantations sont généralement situées dans les régions tropicales, car l'EVA a besoin d'un climat chaud, de beaucoup de pluie et d'humidité pour une croissance optimale. L'histoire des plantations de caoutchouc remonte au 19e siècle, lorsque l'anglais Henry Wickham a sorti clandestinement des graines d'EVA du Brésil pour les amener aux jardins botaniques royaux de Kew, en Grande-Bretagne. De là, de jeunes plants ont été envoyés dans les colonies britanniques d'Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie et au Sri Lanka, où la culture à grande échelle a commencé. Aujourd'hui, les plus grands producteurs de caoutchouc naturel sont la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Le processus de récolte du caoutchouc des arbres s'appelle la saignée. Les ouvriers font de fines incisions en biais sur l'écorce de l'arbre, généralement tôt le matin, lorsque la sève, le latex, coule le plus activement. Le latex est un liquide laiteux qui s'écoule des incisions et est recueilli dans de petites tasses fixées au tronc de l'arbre. Il est important de faire les incisions avec précaution pour ne pas endommager le cambium, la couche responsable de la croissance de l'arbre, et ne pas nuire à la production future de latex. Un seul arbre peut produire du latex pendant de nombreuses années, parfois jusqu'à 25 ou 30 ans. Le latex récolté est transporté des plantations vers les usines de traitement de différentes manières, selon la taille de la plantation, la distance jusqu'à l'usine et l'infrastructure disponible. Dans certaines régions où les rivières sont la principale voie de transport, le latex peut être transporté dans de grands conteneurs sur des barges ou des bateaux. L'objectif principal du transport est de livrer le latex à l'usine de traitement le plus rapidement possible et dans son état initial pour garantir la qualité du produit final. Dans les usines de traitement,
Le latex récolté dans les plantations de caoutchouc subit un processus complexe mais bien rodé, dont le but est de séparer le caoutchouc pur de l'eau et des autres impuretés. Ce processus commence dès l'arrivée du latex à l'usine et comporte plusieurs étapes clés qui garantissent l'obtention d'un caoutchouc brut de haute qualité. D'abord, à son arrivée à l'usine, le latex liquide, qui arrive généralement dans de grandes citernes, est filtré. Cette première étape de filtration permet d'éliminer toutes les grosses impuretés mécaniques, comme les morceaux d'écorce, les feuilles ou d'autres matières végétales qui auraient pu s'y introduire lors de la récolte ou du transport. Pour cela, on utilise des tamis ou des grilles de différentes tailles de mailles. Après filtration, le latex est pompé dans de grandes cuves pour être dilué. En général, le latex récolté sur les arbres a une concentration en matière sèche d'environ 35%. Pour le traitement ultérieur, on le dilue avec de l'eau pure jusqu'à une concentration plus faible et plus maniable, souvent de 20%. Cette dilution facilite le processus de coagulation ultérieure et assure l'homogénéité du produit obtenu. L'étape clé dans le traitement du latex est la coagulation, c'est-à-dire le processus de solidification. Le latex naturel est une émulsion stable, où de minuscules particules de caoutchouc sont dispersées dans un milieu aqueux. Pour séparer le caoutchouc, il faut rompre cette stabilité. Pour cela, on ajoute un acide au latex dilué, généralement de l'acide formique ou acétique. L'acide abaisse le pH du latex, détruisant les facteurs de stabilisation et forçant les particules de caoutchouc à s'agglomérer et à précipiter. Le latex est laissé dans des réservoirs spéciaux ou de grandes cuves où une coagulation progressive a lieu. Selon le type de latex et le produit final désiré, le processus de coagulation peut durer de quelques heures à une journée. Pendant ce processus, le caoutchouc se sépare de la partie aqueuse, formant une masse gélatineuse. Une fois la coagulation terminée, la masse de caoutchouc obtenue, qui a l'aspect d'une feuille molle et gélatineuse, est délicatement retirée des cuves. Ce caoutchouc brut passe ensuite à travers une série de rouleaux. D'abord, il passe entre des rouleaux crantés, qui aident à éliminer la majeure partie de l'eau résiduelle, tout en créant une texture caractéristique à la surface de la feuille de caoutchouc. Cela contribue également à augmenter la surface pour un séchage ultérieur plus efficace. L'étape suivante est le lavage. Les feuilles de caoutchouc sont soigneusement lavées à l'eau pure pour éliminer les résidus d'acide et toute autre impureté soluble dans l'eau. La qualité du lavage est extrêmement importante car les résidus d'acide peuvent affecter négativement les propriétés du caoutchouc final et son vieillissement. Après le lavage, les feuilles de caoutchouc sont prêtes pour le séchage. C'est l'une des étapes les plus importantes, car la qualité et la stabilité du produit dépendent de l'efficacité du séchage. Le séchage peut se faire de différentes manières. Traditionnellement, les feuilles sont suspendues dans des séchoirs spéciaux où elles sont exposées à de la fumée chaude. La fumée ne sèche pas seulement le caoutchouc, elle lui donne aussi sa couleur brun doré caractéristique et des propriétés fongicides, ce qui aide à prévenir le développement de moisissures. Le processus de séchage et de fumage peut durer de quelques jours à une semaine. Pour d'autres types de caoutchouc brut, on utilise des séchoirs mécaniques, où le caoutchouc est broyé en petits granulés ou en miettes, puis séché à l'air chaud dans des séchoirs tunnels. Cela accélère considérablement le processus de séchage, permettant d'obtenir un produit fini en quelques heures. Après le séchage, les feuilles où les granulés de caoutchouc finissent sont triés,
classés par qualité selon les normes internationales, puis pressés en grands blocs ou balles. Ces blocs sont emballés, généralement dans un film polyéthylène, et marqués avant d'être expédiés aux consommateurs du monde entier. Chaque bloc a son poids, généralement 33 kg ou 111 kg, ce qui simplifie la logistique et le commerce.